Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie du cours Système mécanique oscillant. Dans cette partie, on va commencer par les caractéristiques d'un mouvement oscillatoire. Commençons tout d'abord par quelques définitions importantes. Un mouvement oscillatoire, de quoi s'agit-il? D'après les exemples précédemment cités dans la première partie, on a vu un certain nombre de systèmes mécaniques oscillants de part et d'autre d'une position qu'on appelle position d'équilibre. Et donc, un mouvement oscillatoire, de manière générale, est un mouvement de va-et-vient de part et d'autre d'une position d'équilibre stable. Donc, ce genre de mouvement caractérise essentiellement les oscillateurs mécaniques. Donc, on va voir aussi un mouvement oscillatoire libre. Quand est-ce qu'on parle d'un mouvement oscillatoire libre? Pour définir ceci, j'aimerais bien vous faire une petite analogie, surtout en électricité. En électricité, dans le circuit RLC serré, lorsqu'on a étudié les oscillations électriques dans ce circuit-là, il n'y a pas de source d'énergie extérieure, c'est-à-dire juste l'énergie emmagasinée dans le condensateur ou bien emmagasinée dans la bobine qui existe dans le circuit RLC. C'est pour cette raison qu'on a déjà parlé des oscillations électriques libres. C'est pareil ici, pour dire qu'il s'agit bien d'un oscillateur mécanique libre, il faut que le système mécanique oscillant ne reçoit aucune énergie du milieu extérieur. Donc on peut définir un mouvement oscillatoire libre comme étant un mouvement oscillatoire effectué par un oscillateur mécanique sans aucun apport d'énergie du milieu extérieur, c'est-à-dire il ne reçoit aucune énergie du milieu extérieur. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on dit aussi qu'il s'agit bien d'un mouvement oscillatoire libre, cette fois-ci amorti? La notion d'amortissement, pareil en électricité, surtout en circuit RLC serré, les oscillations électriques sont amorties à cause de l'existence de la résistance R, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une dissipation de l'énergie électrique sous forme d'énergie thermique, ce qui fait que ces oscillations sont amorties. Amorties, c'est-à-dire leur amplitude diminue au cours du temps. Ça, c'est lorsqu'on parle du circuit ou bien des oscillations électriques. Mais pour la même chose presque pour les oscillations mécaniques, sauf ici qu'on parle de la diminution de l'énergie mécanique et non pas énergie électrique. Donc un mouvement oscillatoire libre est dit amorti lorsque l'oscillateur mécanique revient progressivement à sa position d'équilibre, c'est-à-dire que son amplitude, c'est-à-dire l'amplitude du mouvement diminue au cours du temps. On va voir en détail qu'est-ce que l'amplitude comme caractéristique du mouvement par la suite. Passons donc aux caractéristiques du mouvement oscillatoire. Et donc à travers l'étude de ce pendule élastique horizontal, on va mettre en évidence les différentes caractéristiques du mouvement oscillatoire. Commençons par la première caractéristique, c'est la position d'équilibre. Chaque système mécanique oscillant est caractérisé par sa position d'équilibre. C'est la position à travers laquelle elle demeure immobile par rapport à un référentiel considéré, un référentiel terrestre bien entendu. Comme par exemple dans ce cas, il s'agit d'un oscillateur mécanique et plus précisément un pendule élastique constitué d'un ressort de raideur K attaché à son extrémité libre à un solide de masse M, tandis que l'autre extrémité est attachée à un support fixe. Donc, dans ce cas, ce pendule élastique comme étant un système mécanique est en équilibre et donc immobile par rapport à un référentiel terrestre. Et c'est son point, c'est-à-dire le centre d'inertie, est confondu avec l'origine de l'axe OX du repère d'étude choisi dans ce cas-là, constitué d'un seul axe OX, parce qu'on va voir qu'il s'agit bien d'un mouvement ici rectiligne, c'est-à-dire qui s'effectue sur l'axe OX. Dans ce cas, le ressort n'est pas ni comprimé ni
itéré, et donc par conséquent le centre d'inertie du système IC est confondu à l'origine de l'axe au X, et par conséquent X est égal à 0, c'est-à-dire pas d'allongement dans ce cas. Mais une fois le système se met à osciller de part et d'autre de la position d'équilibre, cet allongement n'est plus nul, c'est-à-dire il peut être positif lorsque le ressort est étiré, comme le cas ici, ou bien encore il peut être négatif, c'est-à-dire l'abscisse cartésien X peut être négative lorsque le ressort est comprimé. Et donc, ici, cet allongement, c'est une grandeur, bien entendu, algébrique qui peut être positive comme elle peut être négative selon l'état du ressort étiré ou bien comprimé. Et donc, ici, la grandeur qui caractérise l'écart par rapport à la position d'équilibre pour un pendule, généralement un pendule élastique, soit horizontal, vertical ou bien encore incliné d'un angle quelconque par rapport à l'horizontale, c'est l'abscisse cartésien X, de combien le système est écarté de sa position d'équilibre. Donc cette grandeur-là, on l'appelle allongement, elle peut être positive comme elle peut être négative. Et donc la première caractéristique qu'on a citée, c'est la position d'équilibre. Chaque système mécanique est caractérisé par sa position d'équilibre stable plus précisément. Une deuxième caractéristique à citer, c'est la période. On parle de la période et surtout la période propre lorsqu'il s'agit d'un oscillateur mécanique libre et non amorti. On dit que la période T0, c'est la durée nécessaire pour effectuer une oscillation. De manière générale, la période d'un phénomène périodique est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se produit ou bien se reproduit identique à lui-même. Et donc, c'est T0, c'est la période, graphiquement, c'est cette durée-là qu'on note T0. T0, je précise ici, on le note la période propre lorsqu'il s'agit d'un oscillateur mécanique libre et non amorti. Une troisième caractéristique à mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc ici, l'amplitude qu'on note X max. L'amplitude, de manière générale, du mouvement d'un oscillateur libre et non amorti est la valeur maximale positive que prend la grandeur physique associée à l'oscillateur. Dans ce cas, la grandeur physique associée à ce pendule élastique, c'est l'abscisse cartésien X. Et donc, la valeur maximale que prend cette abscisse cartésien, c'est ce qu'on appelle amplitude. Voilà pour l'étude ou bien les caractéristiques du mouvement oscillatoire concernant un pendule élastique. Pour pendule pesant ou bien encore pendule simple ou encore pendule de torsion, tous ces pendules-là, la grandeur physique la plus judicieuse à suivre pour ces oscillateurs mécaniques, c'est l'angle d'écart par rapport à la position d'équilibre. Cet angle, on la note θ et on l'appelle abscisse angulaire. Elle peut être positive comme elle peut être négative selon le sens positif choisi. La même chose ici, toujours la grandeur physique associée à ce mouvement et l'angle θ. Mais mettons en évidence en premier lieu la position d'équilibre. Pour un pendule pesant, la position d'équilibre, c'est celle-là, c'est-à-dire lorsque θ est égal à 0, et par conséquent, le pendule essai est en équilibre, c'est-à-dire immobile par rapport à un référentiel terrestre. Donc à la position d'équilibre, le pendule pesant se met à son poids et à la réaction de l'axe delta. Mais lorsqu'il est à la position d'équilibre, aucune de ces forces n'a aucun effet rotatif, bien entendu, sur le solide. Et donc, pour le mettre en oscillation de part et d'autre de la position d'équilibre, on doit l'écarter d'un angle quelconque, c'est-à-dire d'une abscisse angulaire. La même chose pour un pendule simple et un pendule C de torsion.
Pour un pendule simple, la position d'équilibre, c'est celle-ci lorsque θ est égal à 0. Dans ce cas, le solide, à l'équilibre bien entendu, le solide se met à son point P et à la tension du fil. Mais ces deux forces, leur somme vectorielle est nulle, c'est-à-dire que le système est en équilibre par rapport à un référentiel terrestre. C'est la position d'équilibre pour un pendule de torsion, c'est la position lorsque θ est égal à 0, et dans ce cas, le système est en équilibre, le fil métallique n'est pas tordu, et donc il n'y a pas de force de rappel qui peuvent mettre le système en oscillation. Mais une fois écarté de sa position d'équilibre, éventuellement il va effectuer un va-et-vient de part et d'autre de la position d'équilibre. Et donc la première caractéristique qu'on a citée pour ces systèmes mécaniques là, c'est la position d'équilibre. On va passer à l'autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle la période. Puisque on va considérer que les frottements sont négligeables, et aussi on considère que ces systèmes ne reçoivent aucune énergie du milieu extérieur, donc on va parler des systèmes mécaniques ou bien des oscillateurs mécaniques libres et non amortis. Lorsqu'il s'agit d'un système mécanique libre non amorti, on parle de la période propre. On la note T0, c'est la durée nécessaire pour effectuer une oscillation. C'est toujours la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène oscillatoire se reproduit identique à lui-même. Il y a une troisième caractéristique du mouvement oscillatoire de ces systèmes mécaniques, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. L'amplitude pour ces systèmes-là, c'est la valeur maximale prise par l'abscisse angulaire, c'est-à-dire la valeur maximale avec laquelle on a écarté le système de sa position d'équilibre, soit pour un pendule de torsion, ou bien un pendule simple, ou bien encore un pendule pesant. Voilà donc ces caractéristiques. Et pour plus de détails sur les caractéristiques du mouvement oscillatoire, je vous propose cette animation. Donc pour cet oscillateur mécanique, il y a un pendule élastique horizontal. En premier lieu, je précise qu'on va être dans le cadre d'un oscillateur mécanique libre et non amorti. Libre, c'est-à-dire il ne reçoit aucune énergie du milieu extérieur. Et puis après, non amorti, c'est-à-dire les frottements seront négligeables. Soit les frottements de l'air ou bien les frottements associés au sol du déplacement. Et donc, pour mettre en évidence les caractéristiques du mouvement de ce pendule élastique horizontal, on commence tout d'abord par l'amplitude. Je rappelle que l'amplitude, c'est pour un pendule élastique, c'est la valeur maximale de l'abscisse cartésien par rapport à l'axe, par rapport à l'origine, c'est-à-dire par rapport à la position d'équilibre stable. Donc ici, on va choisir une amplitude, par exemple, de 0,2 mètres. Donc, et une fois qu'on l'écarte de sa position équilibre, bien entendu, ce pendule, ça va être en oscillation, c'est-à-dire dans un mouvement périodique de va-et-vient de part et d'autre de la position d'équilibre. Pour la période, ici on peut la déterminer graphiquement, c'est la durée par exemple, de là jusqu'à là, c'est-à-dire de 2 jusqu'à 4, ce qui fait à peu près 2 secondes. Et donc T0, la période propre, T0 est égale à 2 secondes. Je rappelle, je précise encore une fois, période propre T0, tout simplement parce qu'on est dans le cadre d'un oscillateur mécanique idéal, c'est-à-dire un oscillateur mécanique libre et non amorti. Voilà donc les caractéristiques de cet oscillateur mécanique. On passe à un autre type, c'est celui du pendule simple. Dans ce cas, il est à sa position d'équilibre stable, parce qu'il est immobile par rapport à un référentiel terrestre. Toujours on est dans le cadre d'un oscillateur libre et non amorti, c'est-à-dire un oscillateur harmonique, et par conséquent
L'amortissement, bien entendu, est nul parce que les frottements, soit les frottements de l'air ou bien encore les frottements associés à l'axe de rotation seront négligeables. Et donc, une fois écarté de sa position d'équilibre d'un abscisse angulaire, supposons par exemple de 20 degrés. Je note ici qu'il ne faut pas dépasser 20 degrés pour des raisons de simplification, surtout l'équation différentielle, c'est-à-dire pour avoir un oscillateur harmonique, un oscillateur mécanique harmonique, il ne faut pas dépasser un angle, c'est-à-dire un abscisse angulaire de 20 degrés. Donc, comme amplitude ici, c'est θ est égal à 20 degrés, voilà l'amplitude. Il nous reste à déterminer la période propre associée à cet oscillateur mécanique. Donc, une fois écarté de sa position d'équilibre, il va effectuer un mouvement périodique de va-et-vient de part et d'autre de sa position d'équilibre. Donc, on peut identifier graphiquement la valeur de T0, c'est-à-dire de la période propre, c'est de 2 jusqu'à 4, ce qui fait à peu près à 2 secondes. Donc, T0 et plus précisément, T0 est égal à 2,03 secondes. Voilà pour les caractéristiques du mouvement oscillatoire d'un pendule simple. Pour conclure, les caractéristiques du mouvement oscillatoire sont la position d'équilibre. La position d'équilibre d'un système oscillatoire est la position de son centre d'inertie lorsqu'il est immobile par rapport à un référentiel terrestre. EC, une amplitude du mouvement. L'amplitude du mouvement notée soit Xm, c'est-à-dire Xmax pour un pendule élastique, ou bien θm pour un pendule pesant, ou bien un pendule simple, ou bien encore un pendule de torsion. Donc l'amplitude d'un mouvement oscillatoire est la valeur maximale positive que prend la grandeur qui exprime le décalage ou l'inclinaison de l'oscillateur de sa position d'équilibre. Le décalage lorsqu'il s'agit d'un pendule élastique et l'inclinaison lorsqu'il s'agit de pendule de torsion, ou bien pendule simple, ou bien encore pendule pesant. La dernière caractéristique, c'est la période propre du mouvement oscillatoire. Donc la période propre du mouvement d'un oscillateur libre et non amorti est la durée qui sépare deux passages consécutifs de l'oscillateur par sa position d'équilibre stable dans le même sens. On la note T0 et on l'exprime en secondes puisqu'il s'agit d'une durée. En réalité, sur plusieurs oscillations, on remarque que le pendule perd de l'amplitude. Celui-ci est donc considéré comme amorti. Selon l'amortissement, on a différents régimes. Définissons tout d'abord qu'est-ce que l'amortissement. Donc l'amortissement traduit le décroissement progressif de l'amplitude des oscillations mécaniques au cours du temps jusqu'à ce que l'oscillateur s'arrête à sa position d'équilibre stable. Ce phénomène résulte du frottement. Donc par analogie aux oscillations électriques libres déjà vues au circuit RLC serré, on a vu que l'énergie totale de ce circuit diminue au cours du temps, donc on dit qu'il y a un amortissement. Cet amortissement est dû à la dissipation de l'énergie totale par F joule dans la résistance totale du circuit. C'est pareil ici, la même chose aux oscillations mécaniques. Il y a un amortissement qui est dû au frottement, soit les frottements de l'air, ou bien encore les frottements de l'axe delta, ou bien encore le frottement du sol du déplacement. Donc, selon ces frottements, on peut distinguer deux régimes essentiels. Le premier, c'est le régime pseudo-périodique obtenu lorsque l'amortissement est faible. Et on a deux cas. Cas du frottement fluide. Donc, on parle du frottement fluide lorsque l'oscillateur est en contact avec un fluide, c'est-à-dire un fluide, il peut être un gaz ou bien un liquide, comme par exemple l'air, ou bien encore un liquide quelconque. Et on peut aussi également parler des frottements solides. On parle des frottements solides lorsque l'oscillateur est en contact avec un solide. Il peut être par exemple l'axe de rotation delta,
ou bien le sol de déplacement par un pendule élastique horizontal ou bien incliné. Et donc, ce qui se passe au cours de ce régime pseudo-périodique, il y a la diminution de l'amplitude des oscillations au cours du temps. Pour les frottements solides, cette amplitude, soit de l'abscisse cartésien ou bien l'abscisse angulaire, elle diminue au cours du temps de manière linéaire. Donc, vous constatez là, cette enveloppe-là est linéaire. Donc, on dit que dans ce cas que la période est égale à la période propre d'oscillation, à peu près. La même chose, et c'est lorsqu'on a des frottements fluides, l'amplitude diminue au cours du temps, mais de façon exponentielle. Vous constatez cette enveloppe-là diminue de manière exponentielle. Et dans ce cas, la période est approximativement égale à la période propre de l'oscillateur mécanique. Voilà donc pour le premier cas d'amortissement faible, mais on peut aussi affronter un autre cas, c'est celui d'amortissement aigu. Et donc on obtient un régime qui est apériodique. Donc on peut distinguer trois cas différents. Le premier, c'est l'amortissement sous-critique. Donc l'amortissement sous-critique, donc on obtient un régime sous-critique, c'est celui-ci. C'est l'oscillateur effectue juste une seule oscillation pour s'arrêter à sa position d'équilibre. Donc ici, il s'agit bien d'un régime apériodique et plus précisément un régime sous-critique. Un autre amortissement et un autre régime aussi qu'on peut affronter, c'est qu'on peut rencontrer, c'est l'amortissement critique. Donc un régime critique lorsque l'oscillateur reprend sa position d'équilibre mais sans osciller. Donc ici c'est un régime critique. Un dernier type d'amortissement qu'on peut rencontrer aussi, c'est l'amortissement surcritique et par conséquent on obtient un régime qu'on appelle surcritique lorsque l'oscillateur reprend mais très lentement sa position d'équilibre sans osciller bien entendu. Voilà le régime apériodique surcritique. Comme remarque importante, vous constatez que les régimes étudiés précédemment, ce sont des régimes soit pseudo-périodiques ou bien apériodiques. Donc pour avoir un régime périodique, donc on doit normalement remplacer l'énergie dissipée par les frottements, soit les frottements solides ou bien liquides, et donc on a besoin ce qu'on appelle d'un dispositif d'entretien, comme le cas par exemple de RLC. Pour entretenir les oscillations électriques, on ajoute un générateur d'entretien. C'est la même chose ici. Pour avoir un régime périodique, on utilise un dispositif d'entretien qui compense l'énergie dissipée par frottement au cours du mouvement oscillatoire. Donc pour plus de détails sur ces régimes-là, je vous propose ces animations. Donc par exemple ici on a un pendule pesant. Selon le type d'amortissement, on peut différencier ou bien on peut avoir trois régimes différents. Le premier, c'est par exemple pas de frottement, donc on sera dans un régime idéal franchement, et donc un régime qui est périodique. Donc toujours il y a un va-et-vient de part et d'autre de la position d'équilibre, et par conséquent on obtient un régime périodique purement. Mais je dis bien que c'est un cas idéal parce que toujours il y a du frottement, soit c'est lié à l'axe de rotation delta, ou bien des frottements fluides de l'air par exemple, ou bien d'un fluide quelconque. Voilà le premier régime. Donc c'est celui périodique qui, comme je viens de dire, pour l'obtenir on doit entretenir ces oscillations, et donc on aura besoin d'un dispositif qui permet de compenser l'énergie dissipée par frottement.
Un deuxième cas qu'on peut obtenir lorsqu'on augmente par exemple le facteur d'amortissement. Donc qu'est-ce que va se passer? Vous constatez une fois que donc résite, vous constatez qu'une fois on augmente le facteur du frottement, on aura, selon bien entendu le type du frottement, ici on a un frottement, le frottement ici solide, c'est-à-dire il y a un frottement entre l'axe de rotation delta et le système. Et donc on obtient un régime qui est pseudo-périodique. C'est par exemple, on augmente davantage, jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Donc qu'est-ce que va se passer? Dans ce cas, vous constatez qu'on est au régime critique. Donc dans ce cas, on est au régime critique, c'est-à-dire le pendule n'effectue aucune oscillation. Un dernier régime lorsque les frottements sont importants et par conséquent l'amortissement aussi sera important. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà, vous constatez que vous constatez que le pendule pesant pour revenir à sa position d'équilibre, elle lui font une durée très lente. Et donc voilà les trois régimes différents qu'on peut rencontrer au cours de cette leçon. Mais le plus simple à étudier sera toujours le périodique, c'est-à-dire le régime périodique, parce que tout simplement l'équation différentielle qui lui est associée est une équation différentielle linéaire, et donc sa solution sera sinusoïdale.